Un cri d'enfant déchire le silence d'un canyon aride, où Clara Hensley, une ancienne infirmière militaire brisée par la guerre, s'est exilée pour fuir ses fantômes. Arizona, 1881. Une terre où la mort frappe avant les présentations. Hantée par les visages des enfants qu'elle n'a pas pu sauver, Clara pense mériter sa solitude. Mais ce cri l'appelle, la force à choisir entre se cacher ou affronter le danger. Ce qu'elle découvrira changera sa vie à jamais, d'une manière qu'aucun remords n'aurait pu prédire. Abonnez-vous, partagez d'où vous écoutez, et dites-nous, avez-vous déjà reçu un cadeau qui semblait une malédiction? Restez jusqu'à la fin. Le destin de Clara pourrait vous surprendre. Le soleil cognait comme un marteau sur l'enclume, transformant le canyon de Dry River en une fournaise où chaque pierre semblait cracher sa chaleur. Arizona, 1880, une terre où les ombres portaient-on des revolvers et où les promesses s'effritaient comme du sable sous le vent. Clara Hensley, 32 ans, traînait sa solitude dans une cabane branlante, coincée entre des falaises qui gardaient ses secrets. Ancienne infirmière militaire, elle avait vu trop de sang, trop de regards d'enfants apaches s'éteindre sur des tables d'opération improvisées, trop de soldats murmurer des noms de femmes qu'ils ne reverraient mais jamais. Ces images la hantaient, gravées dans son esprit comme des cicatrices qu'aucun couteau ne pouvait effacer. Elle s'était exilée ici, à 5 miles du moindre signe de vie, convaincue que le silence du désert était la seule punition qu'elle méritait. Mais le désert n'était jamais vraiment silencieux. Ce jour-là, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge crépusculaire, un cri perça l'air, aigu, désespéré, comme si l'âme même du canyon hurlait. Clara, occupée à fendre du bois avec une hache émoussée, sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas le cri d'un coyote ni le râle d'un vautour, mais celui d'un enfant, un son qu'elle connaissait trop bien, un son qui réveillait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Elle lâcha la hache, ses mains tremblantes, et courut vers l'origine du bruit, ses bottes soulevant des nuages de poussière ocre. Le canyon semblait conspirer contre elle, ses parois renvoyant l'écho du cri dans toutes les directions. Mais Clara suivait son instinct, celui d'une femme qui avait déjà vu la mort de trop près. À travers un défilé étroit, elle les trouva. 2 petites filles, apaches, attachées à des pieux en bois, grossièrement plantées dans le sol. La plus grande, peut-être 8 ans, avait les yeux écarquillés de terreur, ses cheveux noirs collés par la sueur et la crasse. La plus jeune, 6 ans tout au plus, gémissait doucement, ses pieds nus écorchés, du sang séché maculant ses chevilles. Leurs vêtements déchirés portaient les marques d'une lutte acharnée. Autour d'elle, le sol était piétiné, jonché de traces de bottes et de fers à cheval. Clara reconnut immédiatement les signes. Les chasseurs de scalps mexicains, des vautours humains qui vendaient bombes à des enfants aux plantations ou pire. Ils avaient abandonné les filles, sans doute pour poursuivre un groupe apache plus important, comptant revenir sous le couvert de la nuit. Clara s'agenouilla, son souffle court, et sortit de sa poche un couteau chirurgical, vestige de ses années dans l'armée. La lame, encore affûtée, trancha les cordes avec une précision froide. « Restez calme », murmura-t-elle, bien qu'elle doutât qu'elle comprenne son anglais. La plus grande, Tsela, la fixa avec un mélange de méfiance et d'espoir, tandis que la plus jeune, Nijoni, s'accrocha à sa sœur comme à une bouée. Clara les guida vers un amas de rochers, mais un bruit lointain, le claquement de sabots sur la pierre, la figea. Les chasseurs revenaient. Sans réfléchir, elle ramassa des cendres d'un feu abandonné à côté des pieux et les dispersa dans l'air, créant un voile de fumée âcre pour brouiller leur piste. Elle entraîna les filles dans une crevasse étroite, à peine assez large pour leur corps frêle, et les pressa contre la paroi rugueuse. L'obscurité les enveloppa, seulement brisée par le faible éclat de la lune naissante.
Les sabots s'approchèrent, des voix rauques échangeant des jurons en espagnol. Clara retint son souffle, une main sur la bouche de Nijoni pour étouffer ses sanglots. Une flèche, tirée à l'aveugle, siffla à travers l'air et frôla son épaule, arrachant un morceau de tissu et une goutte de sang. La douleur était vive, mais Clara ne broncha pas. Elle l'avait connu pire sur les champs de bataille, où les hurlements des mourants noyaient même la peur. Les chasseurs, trompés par la fumée et l'absence de traces, finirent par s'éloigner, leur voix s'évanouissant dans la nuit. Quand le silence revint, Clara relâcha son emprise, ses muscles raidis par l'adrénaline. Tsela murmura quelque chose en apache, un mot qu'elle répéta avec insistance, peut-être un nom, peut-être une prière. Clara ne comprenait pas, mais elle hocha la tête, comme pour dire « Vous êtes en sécurité ». Elle les ramena à sa cabane, un abri misérable fait de planches et de rêves brisés. Là, elle lava leurs blessures avec de l'eau tiède, banda leurs pieds avec des chiffons propres et leur donna du pain dur et du jerky. Les filles mangèrent voracement, leurs yeux ne quittant jamais Clara, comme si elles cherchèrent à deviner si elle était une sauveuse ou un nouveau danger. Assise près de la lampe à huile, Clara observait les flammes danser sur leur visage. Elle n'avait pas voulu être une héroïne. Elle n'avait voulu être rien du tout, juste une ombre oubliée par le monde. Mais ces filles, avec leur regard qui portait à la fois la peur et une étrange lueur d'espoir, avaient comme fissuré quelque chose en elle. Elle toucha son épaule, où le sang avait séché, et sentit une vérité amère. Sauver des vies ne lavait pas les péchés, mais ça donnait une raison de continuer à respirer. Ce qu'elle ignorait, c'était que l'aube apporterait un homme dont les yeux verraient à travers ses silences, et qu'un simple bracelet d'argent transformerait sa fuite en un destin qu'elle n'avait jamais demandé. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient le voile de la nuit, peignant le canyon de Dry River d'une lumière pâle et froide, Clara Hensley sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur matinale. Les deux petites filles, Apache, Tsela et Nijoni, dormaient d'une yeux blottis contre elle dans la cabane, leur respiration légère contrastant avec le poids des événements de la veille. Elle avait sauvé leur vie, mais à quel prix? La douleur sourde dans son épaule, là où la flèche avait frôlé sa peau, lui rappelait que le danger rôdait encore, tapi comme un puma dans l'ombre. Elle ignorait que l'homme qui allait bientôt franchir le seuil de sa cabane apporterait non pas un répit, mais un défi bien plus grand. Un craquement sec à l'extérieur la fit sursauter. Clara se leva d'un bond, sa main se refermant instinctivement sur le manche de son couteau chirurgical. À travers l'unique fenêtre, elle aperçut une silhouette imposante, immobile, comme sculptée dans le roc du canyon. L'homme portait des vêtements apaches, pantalon en daim, chemise ornée de perles complexes, mocassins silencieux malgré le sol caillouteux. Ses cheveux noirs, noués en arrière, encadraient un visage taillé par le vent et la guerre, marqué par une cicatrice qui courait de son sourcil gauche à sa pommette. Nantan Greyhawk, 35 ans, chef des Serrano Apache, fixait la cabane avec une intensité qui semblait percer le bois. Derrière lui, l'horizon s'embrasait d'un rouge menaçant, comme un présage. La porte s'ouvrit sans un bruit. Tsela et Nijoni, réveillés par l'instinct, se précipitèrent vers lui, leur voix aiguë déversant un flot de mots en apache. Greyhawk s'agenouilla, les serrant brièvement, mais son regard ne quitta jamais Clara. Il se redressa, sa stature emplissant l'espace exigu, et posa sur la table un bracelet d'argent gravé de motifs tribaux qui semblaient danser à la lueur de la lampe à huile. « Vous avez sauvé mes nièces », dit-il en anglais, sa voix basse et râpeuse, chaque mot pesé comme une pierre. « Mais si vous ne venez pas avec moi au village pour expliquer, mon peuple pensera que vous êtes une trafiquante d'enfants. Ici,
Les innocents meurent avant d'avoir pu parler. Clara sentit un froid glacé lui enserrer la poitrine. Le bracelet n'était pas un cadeau, mais une chaîne invisible, un symbole qu'elle ne comprenait qu'à moitié, mais dont le poids était déjà écrasant. Elle voulut protester, dire qu'elle n'avait fait que ce que n'importe qui aurait fait. Mais les yeux de Greyhawk, sombres, perçants, comme s'ils pouvaient même lire les secrets qu'elle cachait, la firent taire. Il désigna son sac de matériel médical, posé dans un coin, les instruments d'acier luisant sous la poussière. « Ces outils, dit-il, ils viennent de l'armée. Les miens les reconnaîtront. Ils ont vu trop de sang versé par ceux qui les portaient. » Clara comprit alors, son passé, qu'elle avait fui jusqu'à ce coin perdu d'Arizona, venait de la rattraper. Elle n'avait pas le choix. Refuser, c'était risquer une vengeance apache, rapide et sans pitié. Accepter, c'était plonger dans un monde où elle serait jugée avant même d'ouvrir la bouche. « Je viens, » murmura-t-elle, sa voix ferme malgré la peur qui lui nouait les entrailles. Elle rassembla ses affaires, le couteau, une outre d'eau, le sac médical qu'elle maudissait autant qu'elle en dépendait, et suivit Greyhawk, Tsela et Nizoni, trottinant à ses côtés, leurs petites mains frôlant les siennes comme pour la rassurer. Le chemin vers le village serpentait à travers des plateaux arides, où le vent charriait des murmures de sable et des odeurs de sauge brûlée. Greyhawk marchait devant, son pas assuré trahissant une vie passée, à lire la terre comme un livre ouvert. Clara, épuisée par la nuit sans sommeil, luttait pour suivre, son épaule blessée, pulsant à chaque pas. Les filles, malgré leurs pieds de bandés, semblaient portées par une énergie née du retour vers les leurs. Mais à mesure qu'ils approchaient du village, nichés dans une vallée où des fumées s'élevaient là, paresseusement, Clara sentit une tension nouvelle. Des silhouettes se dessinèrent au loin, des guerriers, des femmes, des enfants, et tous les regards convergèrent vers elle, l'étrangère aux cheveux clairs et au sac maudit. Le village Serrano était un monde à part, un mélange de vie et de vigilance. Des Tidoli-Topi et des Ogon en adobe s'alignaient le long d'un ruisseau, leurs ombres dansant sous le soleil matinal. Les gens s'arrêtèrent, leurs tâches suspendues, pour dévisager Clara. Une femme, jeune, d'une beauté féroce avec des cheveux noirs cascadant jusqu'à la taille, s'avança. Lina, cousine des filles, et leur gardienne depuis la mort de leurs parents, fixa Clara avec une hostilité brute. « Pourquoi elle porte ça ?» lança-t-elle en apache, pointant le sac médical. Greyhawk répondit calmement, mais Lina s'approcha, ses yeux brûlants d'une rage contenue. « Ces outils ont tué les nôtres !» cracha-t-elle en anglais approximatif, assez fort pour que la foule entende. « Elle n'a pas sa place ici. » Clara sentit la foule se resserrer, les murmures devenant un grondement sourd. Elle voulut parler, expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son passé dans l'armée, qu'elle avait gardé secret même pour elle-même, semblait suinter de sa peau, visible pour tous. Greyhawk leva une main, imposant le silence. « Elle a sauvé Tsela et Nizoni », déclara-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Elle parlera devant les anciens. » Mais son regard, lorsqu'il croisa celui de Clara, portait une méfiance qu'il ne cherchait pas à cacher. Il la protégerait pour l'instant, mais il ne lui faisait pas confiance. Lina s'éloigna, non sans un dernier regard qui promettait des ennuis. Tsela tira sur la manche de Clara, murmurant un mot apache que Clara devina être une tentative de réconfort. Mais alors que le village reprenait vie autour d'eux, Clara sentit une vérité s'installer comme une pierre dans son estomac. Elle n'était pas seulement une étrangère ici, elle était une menace. Et quelque part, dans les ombres de ce village ou au-delà, les chasseurs de scalps suivaient toujours leurs traces, leurs bottes prêtes à fouler la poussière qu'elle avait laissée derrière elle.
Alors que les murmures du village Serrano s'évanouissaient dans l'air brûlant, Clara Hensley sentit le poids des regards comme des fers chauffés à blanc, chacun cherchant à percer le mystère de l'étrangère, venue avec un sac maudit et un bracelet d'argent. Lina, avec son dernier regard chargé de venin, avait planté une graine de doute dans la foule, et Clara savait que cette graine germerait vite dans un sol nourri par la méfiance. Elle suivit Greyhawk vers une hutte d'adobé où les anciens l'attendraient, son cœur battant au rythme d'un tambour de guerre, tandis que Tsela et Nizoni, serrés contre elle, semblaient lui prêter une force qu'elle n'était pas sûre de posséder. Sous le soleil implacable de l'Arizona, 1881, le village vibrait d'une vie précaire, où chaque geste était scruté, chaque mot pesé. Clara s'installa dans une hutte prêtée par une vieille femme nommée Keya, dont les yeux ridés contenaient une sagesse aussi ancienne que les falaises du canyon. Keya, en tissant un panier de yucca, observa Clara avec une curiosité dénuée de jugement. « Tu portes leur bracelet », dit-elle en anglais laborieux, désignant l'anneau d'argent qui pesait sur le poignet de Clara, comme une promesse non dite. « Mais portes-tu leur confiance ?» Clara, incapable de répondre, sentit la question s'enfoncer comme une épine. Elle voulait croire que sauver Tsela et Nijoni suffirait, mais le village, avec ses blessures, encore vives, des assauts militaires, voyait en elle une ombre du passé. Les jours suivants furent une épreuve de nerfs. Clara, assignée à des tâches simples, puiser de l'eau, moudre du maïs, sous l'œil vigilant des femmes, sentit leur hostilité comme un vent mordant. Lina, omniprésente, transformait chaque moment en affront. Lorsqu'elle enseignait aux filles à tresser des cordes, elle s'assurait que Clara entende ses murmures. Une blanche ne peut pas comprendre nos façons. Les enfants du village, d'abord curieux, s'éloignaient sous les regards sévères de leur mère, laissant Clara dans un isolement qui rappelait trop sa cabane abandonnée. Mais Tsela et Nijoni restaient intimes proches, leur sourire timide lorsqu'elles apprenaient à Clara des mots apaches. Shaayi pour soleil, Tueshomi pour sœur, devenant des îlots de lumière dans cette mer de suspicion. Un soir, alors que Clara aidait Keya à préparer un ragoût de lapin, la vieille femme lui tendit une louche et dit « Raconte ton histoire, pas aux anciens, mais à toi-même. Pourquoi es-tu ici ?» Clara, surprise, sentit les mots se bousculer. « J'ai sauvé les filles », commença-t-elle, mais Keya secoua la tête. « Pas ça. Pourquoi tu vis ?» La question, brute comme une lame, la laissa muette. Elle pensa à ces nuits hantées par les visages des morts, à la solitude qu'elle avait choisie comme pénitence. Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri déchira la nuit, non pas de peur, mais de colère. Lina, devant la hutte centrale, brandissait le sac médical de Clara qu'elle avait pris dans ses affaires. « Ces outils ont tué nos frères !» hurla Lina, sa voix portant jusqu'aux confins du village. La foule s'amassa, des guerriers aux les visages fermés se joignant aux femmes. Clara sortit précipitamment, vit son passé brandi comme une arme. « Elle n'est pas des nôtres !» continua Lina, jetant le sac à terre, où une lancette d'acier scintilla sous la lune. Greyhawk apparut, son autorité calmant à peine la tempête. « Elle parlera aux anciens demain !» déclara-t-il, mais Lina, les larmes aux yeux, s'approcha de Clara. « Tu crois que sauver mes cousines efface ce que ton peuple a fait ?» murmura-t-elle, assez bas pour que seule Clara entende. « Je te surveille, Blanche !» Clara, figée, sentit la foule se disperser, mais le regard de Lina resta gravé en elle, aussi tranchant qu'un éclat d'obsidienne. Elle ramassa son sac, les doigts tremblants, et retourna dans la hutte. Keya, sans un mot, lui tendit une couverture. « Si cette histoire te touche, si tu as déjà été jugée avant d'être entendue, partage-la, dit Clara dans son esprit,
comme si elle s'adressait à une audience invisible, sa voix intérieure sincère mais discrète. Abonnez-vous à notre récit, d'où que vous soyez, et dites-nous, avez-vous déjà porté un fardeau qui n'était pas le vôtre? Cette pensée fugace s'évanouit alors qu'elle serrait Tsela et Nijoni contre elle, leurs petites mains chaudes contrastant avec le froid qui l'envahissait. Le lendemain, alors que Clara se préparait pour l'épreuve des anciens, un détail la frappa. Une empreinte dans la poussière près de la hutte, non pas celle d'un mocassin apache, mais d'une botte à talons ferrés, comme celle des chasseurs de scalps. Son sang se glaça. Les hommes de la veille n'avaient même pas abandonné leur traque. Ils étaient là, quelque part, et le village, aveuglé par ces querelles, ne voyait pas le vrai danger rapprocher. Alors que l'empreinte de bottes à talons ferrés s'effaçait sous un souffle de vent, Clara Hensley sentit une peur viscérale s'enraciner dans ses os, comme si le désert lui-même murmurait un avertissement. L'aube de 1881 baignait le village Serrano d'une lumière crue, révélant les visages fatigués des guerriers et les regards méfiants des femmes, tous aveugles au danger qui se rapprochait. Clara, debout près de la hutte de Keia, serra son sac médical contre elle, ses doigts d'aine frôlant la lancette qui avait autrefois sauvé des vies et causé tant de douleur. Elle savait que les chasseurs de scalps n'abandonnaient jamais une piste, et cette botte, lourde, étrangère, signifiait qu'ils étaient déjà trop près. Avant qu'elle ne puisse alerter Greyhawk, un cri perça l'air, non pas celui d'un enfant cette fois, mais un hurlement de détresse qui fit taire le village. Lina, la cousine farouche de Tsela, et Nijoni avaient disparu. Sa hutte, à l'orée du village, était vide, ses affaires éparpillées comme si elle avait été arrachée à son sommeil. La foule s'amassa, des voix s'élevant en accusations désordonnées. « C'est elle !» cria une femme, pointant Clara, ses yeux brûlants de certitude. L'étrangère a attiré les chasseurs. Clara, le cœur battant, voulut protester, mais Greyhawk, surgi de nulle part, imposa le silence d'un geste. « Assez, dit-il, sa voix tranchante comme un éclat de silex. Nous cherchons des preuves, pas des coupables. » Clara, poussée par une urgence qu'elle ne pouvait expliquer, s'éloigna de la foule et retourna à l'empreinte. À quelques pas, elle trouva ce qu'elle craignait. Des traces de sabots, profondes et fraîches, mêlées à une empreinte apache. Un mocassin, plus petit, hésitant. Elle suivit le sillage, son souffle court, jusqu'à un bosquet de mesquites où la terre racontait une histoire sinistre. Des cordes coupées, des gouttes de sang séchées et une plume apache arrachée dans la lutte. Mais ce n'était pas tout. Une autre empreinte, apache elle aussi, se superposait aux traces des chasseurs, comme si quelqu'un du village les avait guidés. Clara sentit une nausée monter. Un traître vivait parmi eux. Elle revint en courant, trouvant Greyhawk près du ruisseau, son visage fermé tandis qu'il écoutait les rapports des éclaireurs. « Les chasseurs sont revenus, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme, montrant la plume et décrivant les traces. « Ils ont Lina, et quelqu'un du village les a aidés. » Greyhawk la fixa, ses yeux cherchant la vérité dans les siens. Pour la première fois, il n'y avait pas de méfiance, seulement une reconnaissance froide. « Thanos, » murmura-t-il, nommant un homme discret, père d'un garçon malade, dont le désespoir était connu de tous. « Il a demandé des herbes aux anciens hier, mais nous n'avions rien. » Sans perdre un instant, Greyhawk et Clara, suivis de 2 guerriers, prirent dans la piste vers Granite Ridge, un défilé rocailleux où les chasseurs se terrèrent souvent. Le soleil, haut dans le ciel, transformait le sable en miroir aveuglant, et chaque pas semblait amplifier la pulsation de l'épaule blessée de Clara. Sur le chemin, Greyhawk parla, sa voix basse, comme s'il confessait à la terre elle-même. « Ma femme est morte dans un raid militaire, » dit-il, les mots pesants comme des pierres. « J'ai juré de protéger les miens, mais Thanos, il a vu son fils tousser du sang. Le désespoir brise même les plus forts. » Clara,
le regard fixé sur l'horizon, sentit ses propres fantômes remonter. « J'étais dans ces raids, avoua-t-elle, la gorge nouée. J'ai soigné des soldats, mais aussi des vôtres, quand je pouvais. Ça n'a jamais suffi. » Leurs confessions, échangées sous un ciel impitoyable, forgèrent une alliance fragile, née non pas de confiance, mais de nécessité. À Granite Ridge, les traces menaient à une grotte peu profonde, où des voix rauques en espagnol résonnaient. Lina, ligotée, était là, un couteau sous la gorge, tandis que Thanos, à l'écart, fixait le sol, son visage ravagé par la honte. Les chasseurs, 5 hommes armés de fusils et de haine, parlaient bâment de rançon. Lina contre des terres apaches. Greyhawk, tapi derrière un rocher, murmura à Clara. « Si nous attaquons, ils la tueront. » Clara, les mains tremblantes, sortit sa lancette. « Je peux créer une diversion, » dit-elle, désignant un buisson sec. « Le feu les déstabilisera. » Elle rampa, chaque mouvement une torture, et alluma une étincelle avec un silex. Les flammes jaillirent, attirant les chasseurs. Greyhawk et les guerriers surgirent, leurs couteaux scintillant dans la lumière. Clara, restée en arrière, vit Thanos tenter de couper les cordes de Lina, ses mains maladroites trahissant sa culpabilité. Mais un chasseur le repéra, et un coup de crosse l'envoya à terre. Clara, sans réfléchir, se précipita, sa lancette s'enfonçant dans le bras de l'assaillant. Lina, libérée, saisit une pierre et frappa, son cri de rage résonnant dans le défilé. Quand la poussière retomba, 2 chasseurs gisaient morts, les autres en fuite. Lina, tremblante, fixa Clara, son regard mêlant méfiance et gratitude. Greyhawk, soutenant Thanos, murmura « Tu parleras aux anciens ». Clara, épuisée, sentit le bracelet d'argent brûler contre sa peau. Le village n'était plus seulement un lieu de jugement, mais un champ de bataille où la vérité, comme le sang, ne pouvait rester cachée. Alors que la vérité, âpre comme le sang versé dans le défilé de Granite Ridge, pesait sur le village Serrano, Clara Hensley sentit le bracelet d'argent à son poignet vibrer d'une chaleur étrange, comme s'il portait encore l'écho des vies qu'elle avait touchées. Le soleil de 1881, suspendu au-dessus de l'Arizona, jetait des ombres longues et acérées sur la vallée, où les murmures des villageois s'entremêlaient aux pleurs d'un enfant malade, le fils de Thanos, dont le destin allait bientôt sceller celui de tous. Clara, épuisée, suivit Greyhawk et Lina, leurs pas lourds de poussière et de silence, tandis que Thanos, entravé, avançait sous des regards d'étau accusateurs, sa honte plus lourde que les cordes qui le liaient. Le village, rassemblé autour d'un cercle de pierres polies par le temps, semblait retenir son souffle. Les anciens, assis sur des peaux tannées, observaient Thanos avec des yeux qui avaient déjà vu trop de trahison. Keia, la vieille lotisseuse, présidait, son visage ridé comme une carte du désert, impassible mais attentive. Greyhawk, debout au centre, raconta l'histoire, comment Thanos, rongé par le désespoir pour son fils mourant, avait guidé les chasseurs de scalps jusqu'à Lina, espérant un remède qui n'existait pas. Lina, les poings serrés, fixait Thanos, sa rage contenue par la présence des filles, Tsela et Nijoni, qui se tenaient marre près de Clara, leurs petites mains agrippant sa jupe comme un ancrage. « Parle », ordonna Keia, sa voix basse mais tranchante, coupant le silence comme un couteau dans la chair. Thanos, le visage ravagé, s'effondra à genoux. « Je voulais sauver mon fils », murmura-t-il, les mots étouffés par les larmes. « Ils ont promis des herbes, une chance. Je n'ai pas voulu ça. » Sa voix se brisa et Clara sentit un pincement familier, celui de la culpabilité, un fardeau qu'elle connaissait trop bien. Elle pensa à ses propres échecs, aux enfants qu'elle n'avait pas pu sauver dans les tentes militaires, et se demanda si le désespoir justifiait la trahison. Les anciens délibérèrent, leur voix un murmure grave qui semblait vibrer avec la terre elle-même.
La tradition apache exigeait la mort pour un tel crime, une justice rapide pour protéger la communauté. Les guerriers, leur couteau à la ceinture, attendaient un signe. Mais Greyhawk, contre toute attente, leva la main. « La mort est facile », dit-il, sa voix résonnant comme un roc tombant dans un canyon. « Elle ne guérit rien. Thanos vivra, mais il portera son fardeau. Il soignera les malades, à commencer par son fils, sous nos yeux. Chaque jour, il rachètera sa faute par des actes, non par du sang. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel verdict, un silence où la clémence se mêlait à l'incrédulité. Clara, immobile, sentit un frisson la parcourir. Ce choix, si contraire à la fureur du désert, révélait un homme qui comprenait que la vengeance ne pansait pas les blessures. Lina, dont la colère avait été un feu inextinguible, baissa les yeux, ses épaules s'affaissant comme si un poids invisible s'était envolé. Puis, dans un geste qui fit taire les murmures, elle s'avança vers Clara. Sans un mot, elle détacha le bracelet d'argent de son propre poignet, un jumeau de celui de Clara, et le glissa autour du cou de l'étrangère. « Pas pour t'enchaîner, » murmura-t-elle, sa voix rauque mais sincère, « mais pour te rappeler que tu as tenu tête à la mort pour nous, comme une mère. » Clara, la gorge nouée, toucha le métal tiède contre sa peau. Elle voulut parler, refuser, mais les yeux de Lina, pour la première fois, dénués de haine, l'en empêchèrent. Tsela et Nijoni, sentant le moment, se précipitèrent pour l'enlacer, leur sourire léger, perçant l'atmosphère lourde. Pourtant, Clara savait qu'elle ne pouvait rester. Le village, malgré ce geste, ne serait jamais sa maison. Ses fantômes, ceux des champs de bataille et des tentes ensanglantées, l'appelaient ailleurs. À l'aube suivante, elle rassembla ses maigres affaires, son sac médical plus léger, maintenant qu'il portait aussi l'espoir. Alors que le soleil perçait les falaises, baignant la vallée d'une lueur dorée, Tsela et Nijoni coururent vers elle, leurs pieds nus, soulevant des nuages de poussière. Tsela glissa dans sa main un petit sac de toile, rempli de terre rouge, celle des montagnes où Clara les avait sauvés. « Pour que tu te souviennes, » dit-elle en anglais hésitant, « que cet endroit t'a sauvé aussi. » Clara, les larmes aux yeux, serra le sac contre son cœur. Elle partit, ses pas résonnant sur le sol dur, mais ils n'avaient vite plus le poids de la fuite. Chaque foulée était celle d'une femme qui, pour la première fois, marchait vers elle-même, portant non pas la honte, mais une rédemption durement gagnée. Cette histoire de Clara Hensley, tissée de courage et de rédemption sous le soleil brûlant de l'Arizona, touche-t-elle une corde sensible en vous? Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà transformé un fardeau en espoir, comme Clara avec son bracelet d'argent? Vos réflexions donnent vie à ces récits, et nous sommes reconnaissants pour chaque mot que vous partagez. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le désert, où les vérités les plus dures révèlent les parfois les plus belles promesses. Revenez bientôt pour une nouvelle aventure, où d'autres âmes y braveront l'inconnu. À très vite, sous d'autres cieux poussiéreux.